Élu dans le Crémazie en 1994, Jean Campeau devient ministre des Finances et ministre du Revenu dans le cabinet Parizeau. Avant la politique, Jean Campeau a été le chef emprunteur au ministère des Finances, PDG de la Caisse de dépôt et de placement et coprésident de la Commission sur l'avenir politique du Québec. Bienvenue à Mémoire de député. Bonjour, M. Campeau. Rebonjour. La Caisse de dépôt était quand même critiquée parfois et une des critiques est venue de M. Eric Kearns, qui était sur le conseil, je pense. Oui, quand je suis arrivé, oui. Oui, puis qui a démissionné parce qu'il trouvait que le ministère des Finances était trop près de la Caisse. Est-ce que c'était justifié, ça? Non. Non, mais Eric Kearns, c'est quand même un gars agréable. Un gars qui semblait vouloir le bien du Québec. Je pense qu'il voulait le bien du Québec. Quand j'arrive, Kearns n'est pas content, le PQ vient d'être élu. Bien, il a fait 4 ans, là. Puis il me voit arriver, puis ils sortent d'une espèce de réunion de fin de semaine, le conseil d'administration, où ils ont décidé d'intensifier le discours de Jean Lesage. Ça, c'est André Marié. On n'est pas assez pour le support économique du Québec. Puis là, c'est que Marié avait fait son discours qu'il m'a fait après ça. N'oubliez pas, M. Campeau, que le succès de la Caisse de dépôt dépend de l'économie du Québec, dépend du succès du gouvernement. Alors, oui, la Caisse est indépendante, mais plus le gouvernement réussit et plus l'économie du Québec est forte, plus la Caisse est forte. Si l'économie du Québec est très forte, il y a plus de dépôts de la Régie des rentes, il y a plus de dépôts du régime des fonctionnaires, il y a plus de dépôts de l'assurance automobile et de tous ces services-là. M. Kearns n'a pas aimé ce discours-là. Il aurait voulu que Québec, je ne sais pas comment il voulait. En tout cas, peut-être qu'il cherchait une raison de sortir. Je l'ai rencontré sur l'avion plus tard, il m'a expliqué certaines choses que je peux expliquer tout à l'heure. Mais les faits sont qu'en même temps, il y avait Alberta Heritage Fund qui prêtait aux provinces. Là, je m'en vais sur un autre sujet, mais je reviens. Qui prêtait aux provinces parce qu'Alberta avait des fonds disponibles. Et il prêtait à chacune des provinces à un taux d'intérêt, au même taux d'intérêt qu'il aurait prêté au gouvernement du Canada, sur une base de 20 ans. Alors, on avait dit, nous autres, la Caisse de dépôt, quand j'étais au ministère des Finances, disait pourquoi la Caisse de dépôt ne prête pas au même taux, elle, qu'Alberta Heritage Fund? C'est un faux débat. Et on l'a corrigé après ça. Alors, ça discutait à la Caisse, puis on était sur le point d'aboutir, de faire ça avec la Caisse, de prêter au même taux. Alors, Kearns s'est servi de ça pour démissionner en disant la Caisse vient à subventionner le Québec. Il y avait des arguments qui disaient c'est la même chose, c'est le même payeur de taxes. Une autre transaction de la Caisse, c'est celle de Steinberg. L'achat de Steinberg, sa filiale immobilière Ivanhoé. Est-ce que c'était rentable? Les deux étaient rentables pour la Caisse? Bien, je suis obligé de faire un long détour, là. La Caisse apprend que Steinberg est à vendre. Steinberg était l'actionnaire qui dominait Ivanhoé. Ivanhoé était une filiale de Steinberg. Nous autres, la Caisse commence à investir en l'immobilier. On est en retard. Ça, c'est je ne me souviens pas en quelle année, là. 83, peut-être. 83, dans ce point-là, oui. 84. On est en retard dans l'immobilier. On aurait dû être là depuis longtemps. Mais la Caisse, on était peu heureux. Hein. Moi, quand je rentre à la Caisse, il y a seulement 12 % de portefeuille actions, titres de propriété. Il y a 88 % que ce sont des obligations de dette, donc des titres de dette et des hypothèques. Ça n'a pas de bon sens, ça. Il faut que tu sois plus fort que ça. D'autre part, les taux d'intérêt étaient élevés. En tout cas, on ne perdait pas tellement d'argent. Là. Ça allait bien ce côté-là. Alors, il fallait y aller dans l'immeuble. On savait que Steinberg avait un parc immobilier. C'était un joyau. Il était bien distribué. Puis, je dis le bonhomme Steinberg, mais j'ai tellement de respect pour lui que je retire le bonhomme, là. Monsieur Steinberg
savait comment il faisait. Il avait bien monté son entreprise. Et son parc immobilier était très fort, était plus fort que son immobilier. Et lui, je vais vous conter une anecdote, là, ce qu'on rapporte, c'est que quand Sam Steinberg achetait un immeuble, qu'il décidait de bâtir un Steinberg, mettons qu'il y avait dans un parc, une place ou n'importe quoi, une nouvelle ville, mettons qu'il y avait 4 coins de rue, là, c'est un coin de rue, il y en a 4, il achetait les 4 coins de rue parce qu'il avait décidé de bâtir sur un. Il bâtissait une épicerie sur un. Les 3 autres blocs, il les mettait en vente éventuellement, mais dans la vente, il y avait un critère que tu n'avais pas le droit d'établir une épicerie. Donc, il y avait le monopole, il y avait le contrôle. Puis ça, c'était légal. C'est pas malheureux que l'autre aille sur l'autre coin de rue s'il veut, mais il avait choisi les 4 meilleurs coins de rue. Bon, donc tout son immobilier est à peu près construit comme ça, là, très avantageux. Bon, la Caisse se dit, on était déjà dans Provigo, on était dans le métro aussi. On ne peut pas rentrer, nous autres, dans Steinberg, là, tellement fort ou tellement longtemps. Si on rentre, il faudra sortir dans un temps approprié. Donc, l'épicerie ne nous intéresse pas, mais l'immobilier nous intéresse. Irving Lundmer, qui était un des associés de Sam Steinberg, qui avait été très actif dans Ivanhoe, il vient me voir au bureau, puis il dit, Jean, on va faire une belle transaction. Puis lui ici, est charmeur et vendeur. On va faire une belle transaction, la Caisse, c'est toi et moi. Puis c'était comme si moi, la Caisse, tu sais, là, ces gars-là. Là. Alors ben, j'ai dit, on discute, mais j'ai dit, écoute, là, Irving, nous autres, on aimerait mieux que tu prennes l'épicerie, tu connais ça, puis nous autres, on va prendre l'immeuble. Il nous le faut, l'immeuble. Ah, mais là, ça ne marchait plus, ça a cassé. Mais là, ça a développé notre goût pour dire, le Steinberg est là. Et on apprend, c'est de l'entrefaite, que Oxden de Toronto veut acheter les deux, puis après ça, séparer les deux. Ça ne fait pas notre affaire. On se trouve un partenaire qui est Michel Gaucher, qui, lui, veut acheter Steinberg. Alors, oui, la Caisse a perdu de l'argent dans Steinberg. Ça ne s'est pas révélé une bonne transaction, Steinberg. Mais dans Ivanhoe, elle a fait, je ne sais pas combien de fois, le profit comparé à la perte qu'elle a faite dans la Caisse, dans Steinberg. Mais trompez-vous pas, quand vous additionnez les deux, la transaction a été extrêmement payante pour la Caisse à cause du parc immobilier. Puis ça nous a mis au monde. Après ça, la Caisse a été capable, après que j'étais parti, de rentrer dans Cambridge, qu'elle a acheté, qu'elle a fusionné avec Ivanhoe. Puis la Caisse, aujourd'hui, là, c'est un joueur mondial dans l'immeuble. Aux États-Unis, au Canada, puis en Europe, puis à Paris, puis tout ça. Puis quelle est la transaction qui a permis ça? Ivanhoe. Parce qu'Ivanhoe, il y avait des compétences là-dedans. Il n'y avait pas des moins que rien dans Steinberg. Puis on a gardé le management, nous autres. C'est un management québécois. Il y en avait à l'extérieur, on les a gardés aussi. C'est pas parce qu'ils étaient québécois qu'on les a gardés, mais ils étaient bons. Alors la Caisse, c'était bon, puis c'est encore bon aujourd'hui. L'investissement dans le Canadien Pacifique, ça avait l'air être complexe au départ. Ah, ça l'était. Oui. Je lis parce que c'est drôle, le Canadien Pacifique. Parce qu'il y a bien des implications dans le Canadien Pacifique. Ce n'est pas juste l'achat du Canadien Pacifique. La Caisse, qu'on nous croit pas, on n'a jamais voulu prendre le contrôle. Mais on n'est pas des fous, là. On est en 83, la Caisse n'investit qu'au Canada. On est juste en monnaie canadienne, puis on n'investit pas aux États-Unis, pas en Europe, pas en Asie, pas nulle part. On est au Canada. Puis ça a été long avant qu'on puisse se décider, là. Alors, la Caisse ne veut pas aller... Mais on est limité, là. On regarde les compagnies canadiennes, puis on veut augmenter notre portefeuille actions. Puis on a des milliards à gérer. Puis quand je suis arrivé, on avait juste 12 % en actions. Donc, il faut qu'on aille en quelque part. Et le Canadien Pacifique est un achat profitable pour la Caisse. On apprend que Paul Desmarais veut prendre le contrôle du Canadien Pacifique. Mais Paul Desmarais a son siège social à Montréal. Ce n'est pas un de nos ennemis. Il nous a aidés dans Dompteur. Bon, bravo. Dans Power Financial, quand il y avait Power Corporation, puis ses compagnies d'assurance étaient dans Power Corporation, puis il a sorti, puis il a fait Power Financial, puis il a fait une filiale. Et quand il a sorti sa filiale, on a pris une part importante de Power Financial, parce qu'on était le gros acheteur, on était comme le leader là-dedans. Donc, on apprend que Paul Desmarais veut rentrer dans Canadien Pacifique. On n'est pas choqués, nous autres. Mais qu'est-ce qu'on se dit, nous autres? On se dit raison de plus, on continue à augmenter, puis un jour, Paul Desmarais va venir nous voir, puis il va nous dire, est-ce que vous êtes prêts à marcher avec moi
ou à me vendre votre bloc d'action. Puis là, qui va être dans le driver's seat? C'est la caisse. Puis on réalisera un excellent profit. On décidera si on vend ou si on ne vend pas. Mais on est là. Puis il y a un gros acheteur. Conclusion, le titre n'est pas prêt de baisser, il y a un acheteur. Alors, c'est comme si on avait un enseignement privilégié. C'est pas vrai. C'est marqué dans les journaux que Paul Desmarais veut acheter. Alors, on continue. Là, Burbridge, puis Powers, puis peut-être le gars de Damien Textile, puis Damter, rentrent dans, à ce que je présume, là, rentrent dans le bureau de Trudeau à Ottawa, puis ils le mettent dans sa main, hein, puis ils disent « Hey, regarde ». Puis eux autres, ça les dérange que le capitalisme francophone québécois est en train de monter. Ils étaient bien contents de le tenir en bas, là. Alors, ils rentrent dans le bureau, ils ont convaincu. Puis Trudeau, à l'heure actuelle, qui voit le PQ au pouvoir, René Lévesque, puis tout ça, il n'est pas enclin à laisser monter le Québec. Hein. Puis Trudeau n'a jamais été pour le Québec francophone, ni pour le Québec, qu'on dise ce qu'on voudra. Là, que les gens... Alors, il se laisse embarquer par Burbridge, puis ça fait son affaire, il se laisse embarquer, les deux. Tu sais. En tout cas, il arrive avec sa loi S-31. Bien là, il y a le tollé. Qu'est-ce qu'elle disait, cette loi-là? Bien, elle empêchait la Caisse des dépôts de dépasser d'un certain montant. Je pense qu'on n'aurait pas pu dépasser 10 En tout cas, puis il y avait d'autres arguments qui ne voulaient pas qu'on prenne le contrôle. Puis ça. En tout cas, ça limitait le pouvoir de la Caisse et de tout autre organisme semblable dans le domaine des transports. Puis le Canadien Pacifique, c'était pas juste du transport. Hein, puis c'est pas encore aujourd'hui, pas juste du transport. Mais en tout cas, une petite manigance, là. Alors, ils vont, ils passent ça de nuit, les sénateurs et tout ça. Là. Puis là, en tout cas, ça a marché. On a eu des défenseurs, on a eu des gens qui nous ont épaulés. Brian Mulroney a été d'un grand secours pour la Caisse, s'est débattu. Martial Asselin, qui est l'ancien lieutenant-gouverneur ici, nous a aidés. Tremblay, qui était un éminent gars d'ici, là, du Québec, nous a aidés. Jacques Flynn nous avait aidés aussi. Tous ces gens-là. Alors, il y a M. Parizeau, qu'on a conçu une équipe pour aller devant le Sénat. Je me souviens, à la Chambre des chemins de fer à Ottawa, là, toute une parade où Parizeau est allé présenter ses arguments contre la loi S-31. Il y a eu les 21 hommes d'affaires dirigés par Serge Saucier, Pierre Lortie, qui à ce moment-là était président de la Bourse de Montréal, qui avait signé contre la S-31. Alors, tu avais vraiment un Québécois qui était très fort à ce moment-là. La Caisse est arrivée dans ce mouvement-là. La Caisse a favorisé le Québécois parce que la Caisse, en arrivant, a tout de suite favorisé les entrepreneurs du Québec. Hein. On avait un département de participation. Je fais un aparté, mais je pense qu'il est important en arrivant à la Caisse. Notre département de participation, il prêtait aux entrepreneurs. Mais dans le fond, il n'y a pas besoin de nous autres de participation. Moi, quand je suis arrivé, je dis, on change la politique. On ne leur prête plus aux entrepreneurs. On va investir en actions. Puis ils iront à leur banque après ça. Alors, au lieu de leur prêter, mettons, 10 millions, on achetait pour 10 millions d'actions. On ne dépassait pas notre 30 On avait nos clauses, bien sûr, une clause d'entente entre actionnaires et tout ça. Là. Mais une fois que la Caisse avait investi 10 le gars arrivait à sa banque. Le gérant de banque, c'était plus comme des années 55. Il courait après lui pour lui prêter de l'argent. Parce qu'il savait que la Caisse était là, avait bien étudié le dossier. On n'investissait pas n'importe quoi, n'importe quand. Là. Alors, ça renforçait le crédit de l'entrepreneur qui allait de même ordre. Alors, ces gens-là, ils étaient avec la Caisse. Puis ces 21-là, c'était des partenaires de la Caisse aussi. Alors, il y a eu bien des imbroglios. Là, vers la fin, pendant que le projet de loi est encore là, Desmarais change de bord. Puis il dit, le Canadien Pacifique a raison, la Caisse n'a pas d'affaires là, le S-31, c'est bien correct, c'est ci, puis c'est ça. Pas, il va changer de bord, mon Desmarais. Alors, on dit, t'es plus notre ami. C'est pas ça, c'est ci, c'est ça. Alors ça, c'est du Desmarais tout craché. Mais lui, il voulait le contrôle. Et pendant ce temps-là, le Canadien Pacifique l'avait nommé sur son conseil d'administration. Et il lui avait laissé percevoir qu'il deviendrait peut-être le président du conseil d'administration. Alors, au point de vue affaires, au point de vue ami, je le blâme, il n'est plus mon ami. Mais au point de vue affaires, j'ai de la misère à le critiquer. Tu sais. Il a joué ses cartes. Alors, ce Desmarais-là, même s'il a fait ça, je ne le déteste pas pareil. Là, tu sais, j'ai de la misère à ne pas le détester, à ne pas l'aimer parce que je suis en amour avec son succès. Je suis en amour avec son astuce.
même si je ne suis pas toujours d'accord avec lui. En tout cas, il change de bord. Puis après que la S-31 a été, on l'a laissé faire, nous autres, on a continué. On a augmenté le Canadien Pacifique, on n'a pas dépassé 10 pour ne pas les insulter. Ça finit là, puis on est resté. Puis on a fait de l'argent avec le Canadien Pacifique, puis il y a le titre aujourd'hui, je ne sais pas si la caisse les a encore, mais en tout cas. On a fait de l'argent, puis ça a fini comme ça. Et comment ça s'est conclu, le Canadien Pacifique? Il n'y a rien. Burbridge n'a pas tenu sa promesse avec Desmarais, il n'a jamais nommé Desmarais. Alors Desmarais, je ne sais pas ce qu'il a fait avec ses actions, mais il n'a pas eu le contrôle. Puis il a tout laissé. Alors ça s'est évanoui. Le S-31, à un moment donné, il est mort au feuilleton. Il y en a qui ont essayé de le raviver. Mais ça n'a pas mordu. Puis Trudeau est parti, je ne sais pas. En tout cas. Mais nous autres, on a fait de l'argent pareil. Puis, mais je répète, hein, on n'a jamais voulu prendre le contrôle du Canadien Pacifique. Jamais, jamais, jamais. M. Grandpeau, à la Caisse de dépôt, quand vous étiez président, là, vous avez investi à l'extérieur du Canada, ce qui n'était pas une coutume. Est-ce que ça a été profitable? Bon, ça a été très profitable parce qu'il fallait sortir à l'international. Ça remonte à 83. Avant ça, on investissait uniquement au Canada, évidemment dans toutes les provinces, là. Puis on essayait d'investir aussi les bons placements au Québec. C'était des obligations à ce moment-là? Bien, à ce moment-là, comme je le disais l'autre jour, on avait 12... Moi, j'arrive à la Caisse, on a 12 d'actions seulement, des titres de propriété. Et des titres de dette, on en a 88 qui se répartissent en obligations du Québec, surtout, Hydro-Québec, les municipalités, les commissions scolaires, les cégeps, les hôpitaux, les universités, et des hypothèques. Alors, des hypothèques, vous n'êtes pas propriétaire. Quand vous avez une hypothèque, vous prêtez de l'argent. Alors, on a changé ça à un moment donné. On a voulu faire de la Caisse des Québécois un peuple de propriétaires. Alors, c'était vraiment ce qu'on retrouvait à la Caisse, c'était la mentalité québécoise. On est des locataires, on n'est pas des propriétaires. Alors que tout le monde sait que si tu t'achètes une maison dans ta vie à 25 ans ou à 30 ans, c'est un vrai bon placement parce que ça va monter avec l'inflation s'il y a le moyen de rencontrer tes versements d'hypothèque. Alors, mais je reviens à la Caisse. On voulait augmenter le portefeuille actions. On avait le droit d'aller jusqu'à 30 %. Plus tard, on verra que le gouvernement permettra à la Caisse d'aller beaucoup plus haut que 30 %. Ça a peut-être été une erreur. Et en 2008, peut-être qu'on en a subi le coup. Si on avait été un peu plus prudent et limité les investissements de la Caisse de dépôt en actions, peut-être qu'on aurait mangé une claque moins forte qu'une perte de 40 milliards. Mais là, je reviens aux investissements à l'extérieur du Canada en 1983. Ça a été des bons coups? Oui. Mais je ne saurais pas nommer de titre, là, mais notre portefeuille international nous a bien rapporté jusqu'en 90. Je n'ai pas les chiffres là, à la mémoire, mais je sais qu'on faisait bien. Et à ce moment-là, il était très profitable d'être aux États-Unis. On y a été d'une façon assez importante. On n'a pas commencé aux États-Unis d'abord, on a commencé en Asie, on a commencé au Japon, parce qu'on avait chez nous l'ancien délégué du Québec au Japon, Normand Bernier, à qui on avait confié la tâche d'aller explorer un peu le Japon, quel gestionnaire au Japon on pourrait prendre, parce qu'on n'investissait pas nous autres directement au Japon, on investissait par l'entremise d'un gestionnaire de là-bas, ce qu'on a fait d'ailleurs en Europe, ce qu'on a fait aussi aux États-Unis. Après un certain temps, parce qu'on était quand même incompétents à investir dans les entreprises de là-bas. Là. Selon le mandat de la Caisse de dépôt et sous votre règne, est-ce que votre ambition, c'était d'en faire davantage un levier économique important plutôt qu'un gestionnaire de fonds, tout simplement? Bien là, je vais prendre, si vous le permettez, je vais prendre mon livre puis vous lire le discours de Jean Lesage en deuxième lecture, là, au moment où la Caisse est approuvée. Là. Mais je veux quand même revenir sur l'autre question internationale, sur nos investissements à l'international d'abord. Regardez, ils disent là ici, les intérêts des Québécois ne s'arrêtent pas après tout, à la sécurité des sommes qu'ils mettront de côté pour assurer leur retraite. Donc, pas juste des obligations du Québec. Là. Des fonds aussi considérables doivent être canalisés, pas tous, dans le sens du développement accéléré des secteurs publics et privés. Donc, la Caisse doit les aider en autant que c'est rentable. La Caisse n'est pas une Saint-Vincent-de-Paul. Si ce n'est pas rentable, elle n'investit pas. De façon à ce que les objectifs économiques et sociaux puissent être atteints rapidement
et avec la plus grande efficacité possible, objectifs économiques et sociaux. En somme, la Caisse ne doit pas seulement être envisagée comme un fonds de placement au même titre que tous les autres, mais comme un instrument de croissance, un levier plus puissant que ceux qu'on a eus dans cette province jusqu'à maintenant. Conclusion, l'objectif comporte les deux. Tu dois faire de l'argent et tu dois aider l'économie du Québec. Et c'est tellement logique. Parce que si votre caisse de dépôt fait de l'argent, si votre économie du Québec va bien, l'économie du Québec va bien aller et vice-versa. Et si l'économie du Québec est bonne, là, sachez que la caisse va être profitable. Ses déposants vont avoir plus d'argent à développer et ils vont être plus riches. Ça va de soi. Moi, quand on discute là-dessus, je trouve ça aberrant. Quand ceux qui veulent investir seulement dans le rendement, pas tenir compte de l'aspect économique, je me demande sur quelle planète ils vivent. Il faut que ce soit rentable. Là. Oui, il faut que ce soit rentable. Vous avez été le seul, je crois, président de la Caisse de dépôt qui a fait son mandat complet de 10 ans. Est-ce que vous aviez une recette sous 2 gouvernements différents pour assurer cette longévité? Je reviens à votre autre question précédente. Je répondrai à celle-là dans 2 minutes. En 1983, quand on décide d'aller investir en dehors du Canada, c'est une grande décision. Parce que si on reste au Canada, on va tout contrôler. Mais c'est impossible de tout contrôler et c'est peut-être pas souhaitable. Alors, mais quand on arrive au conseil d'administration, ça ne sera pas avalisé très rapidement. Et le principal, celui qui s'objecte le plus, c'est Louis Laberge. Louis Laberge, lui, voulait qu'on reste au Québec. Alors, ça nous a Il était à ce moment-là président de la FTQ. Hein? Oui, il est président de la FTQ et puis président du Conseil du Fonds de solidarité des travailleurs aussi. Alors, lui s'objecte, dit qu'on doit rester au Canada, puis on ne doit pas aller à l'extérieur. Nous autres, on trouve que pour le rendement de tous les Québécois, ce serait bon d'aller à l'extérieur. On va améliorer notre rendement, d'autant plus que le marché canadien, c'est un marché limité quand même. Alors, le Québec est limité, mais le Canada aussi est très, 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 très limité par rapport au mondial. Alors qu'aux États-Unis, c'est 45 de la bourse mondiale. Alors, se priver de l'avantage d'aller aux États-Unis, c'est pas correct éventuellement. Au départ, parfait. Mais éventuellement, c'est pas correct. J'avais beaucoup regretté d'avoir passé le vote lorsque l'affaire Kieran s'est arrivée. Alors, le vote avait été partagé. Alors, je m'étais dit que plus jamais on prendrait le vote au Conseil, qu'on irait chercher un consensus ou bien non, qu'on reporterait les décisions d'une réunion à l'autre. Alors, celle-là, ça a pris 3 mois, 3 réunions du Conseil d'administration avant qu'on puisse convaincre Louis Laberge que d'investir en dehors du Canada était une bonne décision. Et les autres membres étaient aussi d'accord. La conclusion, c'est tout le Conseil qui a pris la décision, donc tout le Conseil ne pouvait pas critiquer après ça. Et tout le Conseil s'est pensé d'ailleurs très bon, compte tenu des résultats qu'on a obtenus. Les résultats ont été bons. Ben oui. Sous 2 gouvernements, oui. C'était difficile? C'est délicat. Évidemment, moi, je suis rentré au ministère des Finances sous Raymond Garneau du Parti libéral. J'ai été nommé président de la Caisse des dépôts avec René Lévesque et Jacques Parizeau, évidemment, le Parti québécois. Et M. Bourassa est arrivé en 85. Moi, je trouve que ça a très bien marché, ça a très bien effectué. Il y avait une plus grande communication entre M. Bourassa et moi qu'entre M. Parizeau. M. Bourassa, lui, c'était un individu qui jouait beaucoup du téléphone. Il parlait à beaucoup de monde. Il y avait des points de repère. Alors, j'ai eu souvent des appels de M. Bourassa, fort agréables. Je ne suis jamais mêlé de ce qu'il ne regardait pas. Il n'a pas tâché de conduire la caisse, a posé des questions, d'autre part, sur des investissements qu'on ne faisait pas. Ceux qu'on faisait, il ne posait pas beaucoup de questions. Ceux qu'on ne faisait pas, et quand je lui disais exactement les raisons pourquoi on ne l'avait pas fait, il était satisfait. Pas de... Puis M. Bourassa, c'était M. Bourassa. Hein. C'était un type... D'abord, il était premier ministre. Conclusion, je ne pouvais pas refuser ses téléphones. C'était gratifiant pour moi jusqu'à un certain point, de parler au premier ministre. Puis, il était agréable.
On s'entendait bien. Mais même à la fin, M. Bourassa aurait voulu que je reste 2 ans de plus. Hein. Ah oui? Il m'avait demandé pour rester 2 ans de plus. Mais moi, mon idée était faite. 10 ans, je m'étais dit, moi, j'avais toujours prêché qu'après un certain temps, c'était mieux de nommer quelqu'un d'autre avec de nouvelles idées. Tu deviens épuisé. Il y en a qui sont fatigués de toi. Toi, tu es fatigué aussi de certains. Alors, c'est vice-versa. Puis c'est fatigant, la Caisse de dépôt, là. Il y a beaucoup de responsabilités. C'est stressant. À un moment donné, il y a du temps calme, puis il y a du temps plus stressant. Moi, j'étais chanceux, j'étais favorisé parce que l'équipe qu'on a eue au début était bonne. Quand je suis arrivé, il y avait d'excellents gestionnaires. Il y en a qui ont décidé de partir, c'est parfait. On n'avait peut-être pas d'atomes crochus ensemble. Ça ne veut pas dire qu'ils étaient méchants. Puis on a eu du bon personnel après ça. Et quel bilan vous faites de vos 10 années à la Caisse? Bien là, j'étais un peu biaisé. Hein? Moi, c'est normal. Oui, normal. Mais moi, je les pense bons. Je vais citer Michel Girard de La Presse, qui dit que c'est sous ma présidence que la Caisse de dépôt a obtenu les meilleurs rendements. J'ai eu des critiques, mais les critiques que j'ai eues, c'est d'anciens employés, un ancien employé de la Caisse qui avait été remercié de ses services avant que j'arrive. Durant ces 10 années-là, est-ce que vous avez profité d'un contexte économique favorable ou s'il y a eu des périodes quand même assez... Il y a eu des périodes difficiles. Il y a eu 81, 82, 83 aussi. Il y a eu 87. Mais en 87, nous autres, ça nous a été favorable. Tout à l'heure, je vous parlais des performances d'une année désastreuse et de l'autre année qui suit tout de suite. Alors, en 87, qu'est-ce qu'on a fait? Le marché descend drastiquement. C'est un lundi, je suis au conseil, le marché descend drastiquement. Qu'est-ce qu'on fait, la Caisse? On a tous des bons titres. On les garde, on ne remet pas. On ne vend pas. Et l'ordre est donné de ne pas vendre. Qu'est-ce qu'on fait pendant la nuit? On se prépare. Le lendemain matin, le marché ouvre, très, très bas, on commence à racheter. Parce qu'on avait prévu, les gens des actions, ce n'étaient pas des fous, ils étaient brillants. Ils avaient prévu certaines réserves aussi. Évidemment, s'il avait été très, très, très intelligent, il aurait tout vendu la veille, puis avant que le cash arrive, mais non, on l'a gardé. Alors, on avait des fonds disponibles. On a acheté d'une façon importante le lendemain, le surlendemain et quelques jours après. Et on a fait une fortune avec ça, parce que ça nous a été profitable. Alors, même l'année 87, on a fait des rendements importants en dépit de cette crise-là, parce qu'on a acheté des stocks très bas qui ont monté. Et tu sais, je vous disais tout à l'heure, généralement, quand il arrive un crash comme ça, où un marché est très noir, l'année où ça arrive, comme en 2008, les gestionnaires qui ont perdu, mettons, 15 de leur portefeuille, les vrais bons gestionnaires, tout de suite l'année après, ils vont refaire leurs pertes. Ils ne feront pas beaucoup plus, ils vont refaire leurs pertes. Alors, les moins bons, ils perdent beaucoup d'argent dans l'année désastreuse, puis l'autre année, ils ne le refont pas. C'est ça la différence entre un bon gestionnaire et un mauvais. En 90, vous avez reçu une grande distinction, celui de titre de grand officier de l'Ordre national. Est-ce que vous y avez vu un lien avec vos années à la Caisse de dépôt? Bien, d'abord, la réponse est oui, c'est sûr. C'est sûr, je suis là depuis 10 ans. Alors, c'est sûr que si j'ai été remarqué, c'est à cause de la Caisse de dépôt. Mais ça, c'est une chance, hein? Si t'es pas... T'as souvent des bons gars, des bons gestionnaires, ils ne sont pas numéro 1, ils ne sont pas vus, tu sais. Mais ils travaillent pareil. Alors, moi, j'ai pris que l'Ordre national du Québec, le grand officier, ça venait à toute la Caisse, dans un sens. Merci, M. Campeau. On continue la semaine prochaine. Ça va, ça fait plaisir.